Je m'appelle Brandy. J'ai 33 ans. Et au moment où ma nièce a répété les paroles de ma mère à la table de Noël, j'ai su que ma famille n'allait jamais changer. On pourrait penser qu'après 5 ans, les gens arrêteraient de se comporter comme si votre enfant adoptif était un invité dans sa propre famille. 5 Noël, 5 anniversaires, 5 étés de sourires polis qui n'atteignent jamais tout à fait les yeux. Les pauses prudentes dans la conversation, la façon dont les gens parlaient autour de lui, et non à lui, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre. Mon fils a 5 ans. Il est vif. Il remarque tout. Et pendant des années, j'ai essayé de combler le fossé entre lui et les gens que je croyais autrefois être ma famille. Nous sommes arrivés chez mes parents en Ohio la veille de Noël. J'avais des cadeaux pour tout le monde, soigneusement emballés, chacun surmonté d'un dessin que mon fils avait fait lui-même. Il était tout excité, sautillant sur place, demandant si mamie aimerait le dessin qu'il avait fait juste pour elle. Je lui ai dit qu'elle l'adorerait. J'aurais dû me méfier. Ma mère nous a accueillis avec une brève accolade de côté, puis s'est accroupie devant mon fils et a demandé « Tu te souviens de moi ?» Il a hoché la tête poliment et lui a tendu le dessin. Elle a souri comme quelqu'un qui sourit lorsqu'un inconnu dans le métro lui tend quelque chose dont il ne veut pas, mais qu'il ne sait pas comment refuser. Mon père l'a à peine remarqué, se contentant d'un regard distrait et d'un grognement avant de serrer la main de mon mari, Derrick. Le matin de Noël a commencé de manière faussement normale. Mon fils jouait tranquillement sur le tapis avec une petite voiture, fredonnant pour lui-même. J'aidais dans la cuisine, essayant d'ignorer la sensation familière de serrement dans ma poitrine. Puis je l'ai senti, ce silence soudain qui vous noue l'estomac parce que vous savez que quelque chose a mal tourné. Je suis entré dans le salon et j'ai vu ma nièce assise bien droite sur le canapé, un serre-tête scintillant légèrement de travers, arborant la même expression suffisante qu'elle tient de sa mère. Elle a regardé mon fils droit dans les yeux et a dit, aussi clairement que possible, « Mamie m'a dit que tu n'es pas son vrai petit-fils. » Il n'a pas pleuré. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement arrêté de mâcher et a baissé son assiette, fixant le sol comme s'il essayait de disparaître. Je suis resté figé. Le pire n'était pas ce qui avait été dit. C'était ce qui ne s'est pas passé ensuite. Ma sœur a ricané. Vraiment ricané. Comme si c'était une blague à laquelle elle s'attendait que quelqu'un d'autre participe. Personne ne l'a reprise. Ni mon beau-frère, ni mon père, ni même ma mère. Elle a simplement levé sa tasse de thé et a bu une gorgée comme si elle n'avait rien entendu. Derrick s'est levé lentement. Je savais qu'il était sur le point de parler, et j'ai secoué la tête. Je ne voulais pas que le souvenir de mon fils de ce moment soit une dispute. Je voulais qu'il l'oublie, si c'était possible. Derrick a fait une pause, puis a calmement tapoté son verre une fois et a dit, au moins, maintenant, nous savons qui est vraiment la plus petite personne à cette table. La pièce est devenue complètement silencieuse. Nous sommes partis sans explication. J'ai remballé nos cadeaux dans la voiture pendant que ma sœur demandait si nous partions sérieusement déjà. Je n'ai pas répondu. Mon fils s'est endormi avant que nous ayons quitté le quartier. Ce soir-là, après l'avoir mis au lit, Derrick et moi sommes restés assis sur le canapé sans parler pendant un long moment. Puis mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste un message. As-tu envoyé le bonus familial cette année? J'ai regardé le message, puis j'ai tapé ma réponse. Oh, oui. Simplement pas à toi. C'est cette nuit-là que tout a finalement changé. Le problème quand on coupe un filet de sécurité, c'est que les gens qui se tiennent dessus ne sentent pas la chute tout de suite. Pendant les premiers jours après Noël, rien ne s'est passé. Pas d'appel en colère, pas de message frénétique. Mes parents ont continué comme si de rien n'était, supposant probablement que l'humeur dans laquelle j'étais passerait, comme toujours. Ils étaient habitués à ce que j'arrange les choses, que j'avale mon malaise, que je prétende que l'amour signifiait l'endurance. Ils ne savaient pas encore que quelque chose avait changé pour de bon. Chaque année, depuis que l'entreprise de Derrick a décollé, nous envoyions un petit quelque chose à la famille. Parfois, c'était une carte cadeau. Une année, nous avons payé le voyage de mes parents en Floride. Une autre année, nous avons discrètement couvert une facture de réparation qui les stressait. Nous ne l'avons jamais annoncé. Nous n'avons jamais voulu de louanges. C'était juste ce que les familles faisaient. S'entraider, se faciliter un peu la vie. Quelque part en cours de route, l'aide s'est transformée en attente.
3 jours après notre retour à la maison, ma mère a appelé de la pharmacie. Sa voix était sèche, tendue, comme elle l'est quand elle essaie de paraître polie en public, mais qu'elle bout intérieurement. Elle a dit que sa carte avait été refusée. Elle a demandé si Derrick avait changé quelque chose. Elle n'a pas demandé si tout allait bien. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a supposé que c'était une erreur à corriger. Je lui ai dit que la carte n'était plus active, que nous ne couvririons pas les dépenses cette année. Il y a eu une pause assez longue pour que je l'imagine debout au comptoir, des gens attendant derrière elle. Puis elle a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu laisses un homme s'interposer entre toi et ta propre famille » et elle a raccroché. Le lendemain matin, mon père a envoyé un email. Il écrivait toujours des emails comme s'il faisait une présentation, avec des puces et tout, comme si la mise en forme pouvait rendre ses paroles raisonnables. Il a dit que je choisissais l'enfant de quelqu'un d'autre au détriment de mon propre sang. Il a dit que Derrick m'isolait. Il m'a rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant, comme si cela effaçait ce qu'ils faisaient maintenant. En bas, il a écrit, « Quand cet homme te quittera, et il le fera, ne reviens pas en courant. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Derrick n'a rien dit jusqu'à ce que je lui en parle. Alors il m'a regardé et a dit, « Ils ne sont pas en colère parce que nous avons arrêté de les aider. Ils sont en colère parce qu'ils pensaient que nous ne le ferions jamais. » C'est là que les appels ont commencé à venir d'autres directions. Mon frère a appelé tard un soir, sa voix tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il a dit que papa et maman avaient des problèmes. Leur deuxième hypothèque avait des mois de retard. Ils avaient essayé de refinancer, mais avec leur crédit, aucune banque ne voulait les toucher. Maintenant, ils lui demandaient de l'argent. Il leur a dit non. Il a dit qu'il n'était pas assez stupide pour continuer à s'immoler par le feu pour qu'il puisse rester au chaud. J'ai demandé s'il allait bien. Il a dit qu'il allait bien, qu'il en avait juste assez. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un message sur Facebook au lieu d'appeler, comme si la distance adoucirait ses paroles. Elle a dit qu'ils avaient des difficultés, qu'ils ne demandaient pas grand-chose, que je devrais réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Derrick n'a pas commenté quand je lui ai montré. Il a juste continué à remuer le chocolat chaud de mon fils, la vapeur embuant ses lunettes. Plus tard dans la soirée, il m'a dit quelque chose que j'ignorais. Pendant près d'1 an, il avait discrètement couvert les paiements de leur deuxième hypothèque. Il ne me l'avait jamais dit parce qu'il ne voulait pas que je me sente sous pression. Je pensais t'acheter la paix, a-t-il dit. Mais je n'achète plus le silence. Janvier est arrivé et a emporté le peu de fierté qu'il restait à mes parents. Les vacances étaient terminées. Les factures sont arrivées. Le silence qu'ils utilisaient comme punition s'est transformé en quelque chose de plus aigu, de plus désespéré. Mon frère m'a envoyé un texto un soir sans salutation, juste un avertissement. Il a dit, « Papa et maman ont parlé à quelqu'un qui aide quand les banques disent non. Taux d'intérêt élevé, pas de patience, le genre de prêt qui ruine les gens. Il a dit qu'il ne me demandait pas d'aider. Il ne voulait juste pas que je sois prise au dépourvu si les choses tournaient mal. » Je suis restée assise sur le canapé à regarder mon téléphone pendant que mon fils construisait une tour de blocs sur le tapis, la faisant tomber et riant comme si c'était la meilleure blague du monde. Derrick était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant sous sa barbe comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point nos vies s'étaient séparées des leurs. 2 mondes différents, 2 réalités différentes. Quelques jours plus tard, ma mère a de nouveau appelé. Cette fois, elle avait l'air fatiguée. Pas de sarcasme, pas de sermon. Elle a dit que les choses ne se passaient pas comme il l'avait prévu. Elle a dit que je lui manquais, que nos conversations lui manquaient, que les vacances d'avant lui manquaient. Elle n'a jamais mentionné mon fils, pas une seule fois. Je lui ai dit que je devais y aller, qu'il avait besoin de moi, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ce soir-là, Derrick m'a regardé et a dit, « Il teste la porte. » Et je savais qu'il avait raison. 3 jours après le dernier appel de ma mère, les tests ont cessé d'être subtils. Derrick est rentré plus tôt que d'habitude, a laissé tomber son sac près de la porte et est allé directement à l'évier pour un verre d'eau. J'ai senti l'air quitter mes poumons. On ne peut pas simplement entrer dans le bureau de Derrick. Il faut demander. Il faut attendre. Il faut être autorisé à entrer. Ce qui signifiait que mon père s'était présenté, l'avait demandé par son nom, et s'était assis là jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte.
Il n'a pas posé de questions sur moi. Il a dit à Derrick qu'il s'inquiétait pour moi. Il a dit que je n'agissais pas comme d'habitude ces derniers temps. Il a dit que je semblais isolé. Il a suggéré une thérapie. Il a demandé si Derrick pensait que des conseils pourraient m'aider à renouer avec ma famille. Il l'a formulé gentiment, comme une préoccupation, mais l'implication était tranchante. Si je ne voulais pas plier, peut-être que j'étais le problème. Peut-être que j'étais instable. Derrick lui a dit très peu de choses. Il a hoché la tête, a écouté et l'a raccompagné. Puis Derrick m'a tendu son téléphone. Il y avait un email, sans nom, juste une adresse que je ne reconnaissais pas. La pièce jointe était un PDF. Relevé bancaire, avis de retard, compte gelé, un avertissement de saisie sur la deuxième hypothèque. En bas, une seule phrase. Nous ne demandons pas l'aumône, juste des conseils. S'il te plaît, ne la laisse pas prendre une décision qui nuira à tout le monde. Ils m'ont contourné. Ils ont essayé de recruter mon mari. Ils ont essayé de transformer ma limite en un handicap. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti le bac avec les affaires de mon fils. La couverture de bébé dans laquelle il est rentré à la maison. La photo du zoo du jour où il m'a appelé maman par accident, puis a souri comme s'il avait découvert un secret. Des dessins au crayon plié jusqu'à ce que le papier devienne mou. Je me suis assise par terre et j'ai respiré jusqu'à ce que les tremblements passent. La famille ne s'introduit pas dans votre vie par des portes dérobées quand l'argent vient à manquer. La famille protège l'enfant qui dort au bout du couloir. Le lendemain matin, je leur ai écrit un email. Court, direct, sans explication. Je leur ai dit que nous n'aiderions pas financièrement. Je leur ai dit qu'ils ne devaient plus contacter Derrick, directement ou indirectement. Je leur ai dit que toute nouvelle tentative de me saper serait documentée et traitée formellement. J'ai terminé par une seule ligne, vous avez fait votre choix à table. Il n'y a pas eu de réponse. Une semaine plus tard, ma mère a envoyé une photo à la place. Elle et mon père, debout devant une petite église en briques, les mains jointes, les visages solennels comme s'ils posaient pour une brochure. La légende disait, nous avons commencé une thérapie. Nous essayons. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé cette photo dans la file d'attente à l'épicerie, dans la file pour l'école, tard le soir quand la maison était silencieuse. Je ne savais pas si c'était un changement ou un déguisement. Derrick l'a remarqué avant que je ne l'admette. Il a dit que j'étais ailleurs depuis que la photo était arrivée. Je lui ai dit la vérité, que je ne savais pas quoi ressentir. Que je n'arrêtais pas de penser à dans 10 ans. À mon fils demandant pourquoi il ne connaissait pas ses grands-parents. À ne pas avoir de réponse claire. Derrick n'a pas discuté. Il a posé une question. Penses-tu qu'ils ont mérité une autre chance? 2 jours plus tard, un message plus long est arrivé. Soigné. Prudent. Il parlait de la thérapie qui forçait des conversations inconfortables, de la vente de la deuxième voiture, de la découpe des cartes de crédit, de la rencontre avec un conseiller en endettement. Ma mère a mentionné avoir pris un emploi à temps partiel. Ils ont nommé mon fils par son nom et ont écrit une phrase qui m'a glacé. Nous le voyons comme un symbole de tes choix, pas comme une personne. C'est de notre faute, pas de la sienne. C'était la première fois qu'il nommait le mal sans se défiler. J'ai dit à Derrick que je pensais à une courte réunion. Endroit neutre, public, sans enfants, juste pour voir. Il a écouté, puis a dit doucement, ils n'ont pas seulement dit des choses terribles. Ils ont essayé de te défaire. Tu peux pardonner ça si tu veux. Il n'en paiera pas le prix. Nous avons attendu. Une semaine a passé. Puis une autre. Pas de message, pas de pression. Puis une enveloppe est apparue dans la boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo d'un petit appartement avec des meubles d'occasion et des cartons empilés contre le mur. Une note manuscrite disait qu'ils avaient vendu la maison et déménagé. Pas d'attente. Ils voulaient juste que je sache qu'ils recommençaient à zéro. J'ai laissé la note sur le comptoir entre les dessins de mon fils et la liste de courses. Derrick n'a pas commenté. Le 3e matin, j'ai répondu. Je leur ai dit que j'avais reçu la photo, que je respectais les mesures qu'ils prenaient, et que nous n'étions pas prêts à les inclure dans la vie de notre fils.
Pas maintenant. Peut-être un jour. Si le travail était réel, il continuerait sans que nous regardions. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Ils n'ont pas répondu. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Il n'était pas colérique ou théâtral. Il n'était pas enveloppé de culpabilité ou de menace. Il existait simplement, large et inconnu. Et pour la première fois, je ne me sentais pas obligé de le combler. Les semaines ont passé, puis un mois. La vie s'est installée dans un rythme qui ne les incluait pas. Et j'ai réalisé combien de mon énergie j'avais dépensé à anticiper leurs réactions au lieu de vivre mes propres journées. Les matins sont devenus une affaire de sac à dos, de chaussettes dépareillées et de rappeler à mon fils où il avait laissé son pull préféré. Les après-midi, c'étaient les devoirs à la table de la cuisine et d'Éric préparant le dîner en fredonnant doucement pour lui-même. Les soirées étaient des histoires avant de dormir, sa petite main dans la mienne, sa respiration ralentissant alors qu'il s'endormait. Il n'y avait aucune tension dans ces moments, aucune attente que quelque chose aille mal. C'était un sentiment mérité, comme une paix que l'on ne remarque pas avant d'avoir vécu sans elle trop longtemps. Puis, juste au moment où je commençais à faire confiance à ce calme, il s'est fissuré. Ça a commencé par un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Amical, décontracté, signé d'un prénom que je me souvenais vaguement du cercle social de ma mère. Elle disait qu'elle faisait partie du groupe de l'église de ma mère et que ma mère avait mentionné que je pourrais vouloir renouer un jour. Sans pression, écrivait-elle. Je pensais juste prendre des nouvelles. J'ai regardé l'écran plus longtemps que nécessaire. Je n'avais pas répondu à mes parents depuis des mois. Je n'avais pas mentionné l'église, ni le fait de renouer, ni rien du tout. Et pourtant, voilà quelqu'un d'autre qui portait leur message pour eux. Le lendemain, un autre texto est arrivé. Celui-ci d'une coordinatrice de la jeunesse de la même église, invitant mon fils à des activités le week-end. Elle disait, ma mère pensait qu'il aimerait se faire des amis de son âge. Ma poitrine s'est serrée. Je n'avais partagé son nom avec personne. Je n'avais pas demandé de prise de contact, et soudain des inconnus l'utilisaient comme un pont pour revenir vers moi. J'ai appelé l'église cet après-midi-là. J'ai gardé ma voix calme, polie. Je les ai remerciés pour l'invitation et j'ai décliné. Puis j'ai posé une question simple. Ma mère leur avait-elle donné mes coordonnées? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, juste assez longue pour confirmer ce que je savais déjà. Oui, elle l'avait fait. La coordinatrice s'est excusée, a dit qu'elle pensait que j'étais ouverte à renouer et que j'avais juste besoin d'encouragement. J'ai raccroché et je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment, les mains agrippées au volant, sentant le mélange familier de colère et de clarté monter dans ma poitrine. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Derrick. Il ne m'a pas interrompu. Il n'a pas essayé d'adoucir les choses. Quand j'ai eu fini, il a dit, ce n'était pas une erreur. C'était une stratégie. Et je savais qu'il avait raison. Il n'avait pas changé. Il s'était adapté. Quand l'accès direct a été refusé, ils ont trouvé une autre porte. Ils ont enveloppé le contrôle dans la gentillesse, utilisé la communauté et la foi pour le faire paraître inoffensif. J'ai écrit un dernier email cette nuit-là. Pas long, pas émotionnel. J'ai dit à ma mère que je savais ce qu'elle avait fait. Que faire intervenir des tiers, surtout dans des espaces que nous ne partagions pas, était une violation de la limite que j'avais fixée. Que cela me montrait la différence entre la croissance et la performance. J'ai demandé de l'espace. Puis je l'ai rendu parfaitement clair, plus de contact, ni par des amis, ni par l'église, ni par qui que ce soit. J'ai terminé par une phrase. Ceci n'est plus une conversation. Elle n'a pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Derrick l'a bloqué aussi. La maison est redevenue silencieuse, mais cette fois, le silence semblait installé, pas suspendu. Les jours ont passé sans incident. Puis des semaines. Mon fils a complètement cessé de poser des questions sur ses grands-parents. Il a arrêté de scruter mon visage après avoir fait des dessins ou des cartes. Il a arrêté de demander pour qui ils étaient. Il créait simplement, librement, sans attente. Le printemps est arrivé lentement. Nous passions les week-ends au parc à le regarder faire la course avec d'autres enfants sur l'herbe, son rire brillant et léger. Un après-midi, il m'a demandé si les familles pouvaient être petites. Je lui ai dit que oui, elles pouvaient être exactement de la taille dont elles avaient besoin.
Il a souri et a dit qu'il aimait la nôtre. J'ai réalisé alors que ce n'était pas une perte. C'était une protection. Et je ne devais d'explication à personne pour ça. Au moment où l'été s'est installé, la distance avait fait ce que la confrontation n'avait jamais pu faire. Elle m'a montré qui nous étions sans eux. Non pas comme un acte de rébellion ou de punition, mais comme un fait tranquille. Nos journées se sont remplies de choses ordinaires qui semblaient extraordinaires seulement parce que personne ne les critiquait. Derrick emmenait mon fils pêcher le samedi matin. J'ai appris quels encas disparaissaient le plus vite du garde-manger et quelles histoires il aimait entendre 2 fois avant de dormir. J'ai arrêté de me préparer à ce que le téléphone sonne. La maison semblait plus légère, comme si une fenêtre avait été entr'ouverte et que quelque chose de vicié s'était enfin échappé. J'ai eu des nouvelles de mes parents par d'autres personnes. La façon dont les nouvelles voyagent quand elles ne vous sont pas destinées. Un cousin a mentionné qu'ils avaient des difficultés dans l'appartement, réduisant leur train de vie plus que prévu. Quelqu'un d'autre a dit, ma mère s'est plainte que les gens à l'église ne comprenaient pas la situation. Ma sœur a posté des photos en ligne, souriant largement avec ses enfants et mes parents, avec des légendes parlant de bénédiction et d'unité sans nommer les absents. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas fait défiler assez longtemps pour ressentir quoi que ce soit. Le premier contact direct n'est pas venu de mes parents, mais de l'email de mon père des semaines après l'incident de l'église. L'objet était neutre, professionnel. Prise de nouvelles. À l'intérieur, il écrivait qu'ils espéraient que nous allions bien, qu'ils respectaient mon besoin d'espace, qu'ils suivaient toujours une thérapie. Puis, à mi-parcours, le ton a changé. Il a demandé si nous envisagions toujours d'investir dans une autre propriété et s'il y aurait un moyen de structurer quelque chose qui pourrait les aider à traverser une période difficile. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des limites, juste un retour prudent à la transaction comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, l'envie familière d'expliquer mon temps dans ma gorge, de lui rappeler la maison, le jouet cassé, l'enveloppe d'argent, le bracelet que mon fils m'avait fait et qui avait disparu dans la poche du manteau de ma mère. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Certaines disputes ne se terminent pas par des mots, mais par un refus. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, ma sœur a essayé. Elle a envoyé un texto qui commençait par « Écoute, tout le monde souffre » et se terminait par « Ne peux-tu pas simplement prendre sur toi ?» Je l'ai supprimé sans répondre. J'avais passé des années à être plus grande, plus silencieuse, plus accommodante. Tout ce que cela m'avait jamais valu, c'était la permission pour eux de continuer. Le moment qui a tout scellé est arrivé un mardi après-midi tranquille. Mon fils a ramené une fiche de travail de l'école, un simple devoir intitulé « Ma famille ». Il s'est assis à table avec ses crayons et a rempli les cases. Mon nom, celui de Derrick, nos chiens, un meilleur ami de sa classe. Quand je lui ai demandé s'il voulait ajouter quelqu'un d'autre, il a secoué la tête. C'est tout le monde, a-t-il dit, avant de se remettre à colorier. Il n'y avait aucune confusion dans sa voix, aucune tristesse, juste de la certitude. Ce soir-là, Derrick m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais mieux que bien. Je lui ai dit que je me sentais fini, pas en colère, pas en deuil, fini. Le genre de fin qui n'a pas besoin de conclusion parce qu'elle a la clarté. Nous avons plutôt parlé de l'avenir. Des voyages que nous voulions faire. De l'endroit à la montagne que nous regardions. De la façon de faire nôtre les vacances, sans répétition ni attente. J'ai pensé à mes parents une fois tard cette nuit-là, non pas avec nostalgie, mais avec distance. J'espérais qu'ils continuaient la thérapie. J'espérais qu'ils apprenaient quelque chose de réel, et je savais avec une constance qui me surprenait que cela ne nécessitait pas ma présence pour être vrai. Protéger mon fils n'était plus une réaction. C'était notre vie. Le changement final n'est pas venu avec une confrontation ou un message qui liait tout ensemble. Il est venu tranquillement, de la même manière que les saisons changent quand on ne fait pas attention au calendrier. Un jour, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mes messages bloqués depuis des semaines. Un autre jour, j'ai remarqué que l'idée de les croiser ne me serrait plus la poitrine. L'absence a cessé de ressembler à une blessure et a commencé à ressembler à de l'espace. L'automne est arrivé avec des matins plus frais et un rythme différent. Mon fils a commencé à se réveiller plus tôt, excité pour l'école, parlant d'un projet de science et d'un animal de classe qu'il voulait nommer. Derrick a ajusté son emploi du temps pour pouvoir le déposer 2 fois par semaine. Nous nous sommes retrouvés à planifier des week-ends sans penser à qui pourrait être offensé.
Nous avons invité des amis à dîner et avons ri bruyamment sans scanner la pièce à la recherche de désapprobation. Nous avons construit des traditions qui ne nécessitaient pas de permission. Il y a eu des moments où la mémoire a tenté de s'immiscer. Une décoration de Noël au magasin. Un parking d'église que nous passions en allant au parc. J'ai laissé ces moments passer sans leur attacher de signification. J'avais appris la différence entre se souvenir et rouvrir. L'un honore ce qui s'est passé. L'autre lui redonne du pouvoir. Ma sœur a essayé une fois de plus. Un bref texto qui disait qu'elle me manquait et qu'elle espérait que nous pourrions parler. Il ne mentionnait pas mon fils. Il ne reconnaissait rien de ce qui s'était passé. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Le silence, avais-je appris, peut être une réponse sans être une punition. Nous avons fait ce voyage à la montagne dont nous avions parlé, un petit endroit avec de grands arbres et un porche qui captait la lumière de l'après-midi juste comme il faut. Mon fils courait le long du sentier, montrant du doigt les oiseaux et les rochers comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Le soir, nous nous asseyions près du feu et racontions des histoires, celles qui prennent des jambes et s'égarent dans le rire. Personne n'a demandé qui n'était pas là. Personne n'en avait besoin. Le dernier matin, il nous a fait un dessin. 3 bonshommes allumettes se tenant la main devant une maison avec de la fumée s'échappant de la cheminée. Il a ajouté des étoiles dans le ciel même s'il faisait jour. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit que c'était parce qu'il voulait que ça ait l'air heureux tout le temps. Je l'ai scotché sur le frigo quand nous sommes rentrés, juste là où je pouvais le voir tous les jours. Je pensais autrefois que la famille était quelque chose que l'on endurait, quelque chose que l'on maintenait ensemble même quand cela vous blessait. Je ne crois plus cela. La famille, c'est qui protège le sentiment d'appartenance de votre enfant. La famille, c'est qui ne lui demande pas de mériter l'amour par le silence. La famille, c'est l'endroit où les portes ne s'ouvrent pas sans permission et où les excuses n'arrivent pas seulement quand le levier de pression échoue. Je ne sais pas ce que mes parents croient maintenant. Je ne sais pas si la thérapie les a changés ou si elle leur a simplement appris un nouveau langage. Je n'ai pas besoin de le savoir. La vérité, c'est que j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils deviennent différents pour que ma vie soit entière. Ce besoin était le dernier fil. Et le laisser partir, c'était comme respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Nous n'avons pas organisé de réunion. Nous avons choisi quelque chose de plus calme et de plus fort. Nous avons choisi un foyer où mon fils n'a jamais à se demander s'il a sa place. Nous avons choisi une vie où l'amour n'est pas conditionnel et le respect n'est pas négociable. Et chaque matin, quand il court dans la cuisine en demandant des pancakes en forme de cœur, je sais que nous avons choisi.